Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Bonjour et bienvenue à la danse. La culture est ma passion. Aujourd'hui, dans Culture Passion, je reçois avec plaisir un des membres de l'équipe de Culture Passion et un des pros. Alors, c'est Michel Vincenot, qui a été le créateur et le directeur du théâtre Saragosse à Pau, qui est devenu ensuite une scène labellisée Espace Pluriel. Conventionné. Et donc, je suis très heureuse de le recevoir. Alors, bonjour Michel. Bonjour Eliane. Et bonjour à tous et à toutes. Moi aussi, je dis bonjour à tous les auditeurs. Je pourrais intituler cette rencontre peut-être « Comment la philosophie mène à la danse » ou « La danse décryptée par un philosophe ». Ah oui, c'est une excellente question, tant plus qu'elle est inattendue, elle peut être étrange, parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi la philosophie peut mener à la danse. Alors il se trouve que j'ai fait une maîtrise de philosophie et que j'ai étudié particulièrement un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaston Bachelard, et son associé, son assistant, qui s'appelle Gilbert Durand. Et ce qui m'a complètement étonné quand j'ai découvert ça, chez Gilbert Durand, dans la poétique de l'espace d'ailleurs, et chez Gilbert Durand, dans Gilbert Durand, je me mélange un peu tout, la poétique de l'espace de Gaston Bachelard et de son associé Gilbert Durand. Ce qui m'a étonné, c'est que de voir comment Gilbert Durand et Gaston Bachelard approchaient l'espace. Pour Gaston Bachelard, le geste est antérieur à la parole. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire effectivement que si on revient à la préhistoire, il n'y avait pas de langage structuré. Il n'y avait pas de langue. On communiquait par signes ou par cris ou par mouvement que tout le monde était censé comprendre. Et c'est la raison pour laquelle Gaston Bachelard explique comment le geste est antérieur à la parole. Alors c'est assez surprenant et en même temps c'est juste, on le comprend bien. On comprend que quand Gaston Bachelard, je me confonds les deux associés là, quand Gaston Bachelard parle du geste, il explique ceci, qui est une allégorie qui est intéressante. Il dit, quand un petit enfant va se loger dans un coin de la maison pour rêver, c'est merveilleux parce qu'on est dans un tout petit espace et ça permet d'agrandir le rêve, permet d'agrandir l'espace de façon immense. Il peut rêver, il peut jouir de ce rêve, il peut jouir d'un espace que lui invente en tant qu'enfant, qu'il compare avec la situation, heureusement que ça n'existe plus aujourd'hui, où on met un enfant au coin pour le punir. Alors qu'est-ce que ça veut dire, dit-il ? On met un enfant au coin, ça veut dire qu'on lui ferme toute possibilité de communiquer avec l'espace, puisque sa vision est fermée, il n'a à proposer que son dos. Or, le dos, c'est l'endroit par lequel on peut être attaqué et tué. D'un coup de couteau, d'un coup de pistolet, d'un coup de hache, enfin que sais-je. Et il dit, quand on a fermé comme ça les horizons d'un enfant en le mettant au coin, eh bien c'est terrible, c'est comme s'il devenait, cet enfant, complètement stérile, complètement fermé à la réalité du monde,
et surtout complètement fermé à la rêverie, qui devient un interdit. Il développe ça dans 2 livres, un, La poétique de la rêverie, et l'autre, La poétique de l'espace, et c'est donc à partir de l'espace qu'il explique comment le geste est antérieur à la parole. L'espace devrait être une ouverture immense, indéfinie d'ailleurs. On ne peut pas dire où s'arrête l'espace. Et c'est tellement vrai que dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, cette fois-ci Gilbert Durand, un ouvrage merveilleux d'ailleurs, Gilbert Durand, son disciple donc, explique qu'il y a 3 registres de l'imaginaire. Le premier, tout cela toujours en partant de l'espace, le premier registre, c'est le registre du diurne. Le diurne, c'est ce qu'on voit en pleine lumière du soleil, où on peut voir que le blanc et le noir, c'est pas la même chose, où on peut voir que cette fenêtre n'est pas la même chose qu'une porte, qu'on peut voir qu'une rue n'est pas la même chose que la voiture qui passe dessus. Donc il y a le discernement, mais aussi un système d'opposition et de conflit. C'est le bon contre le mauvais, c'est le bien contre le mal, c'est la nuit contre le jour, etc. On peut développer ça à l'infini. Donc le premier registre, le diurne. Le second registre est exactement le contraire. C'est le registre du nocturne. Le nocturne, c'est quoi ? C'est un univers qui est maternant, donc qui est de l'ordre du repos, de la caresse, de l'attention, de la sécurité, parce qu'il fait noir et qu'on ne voit plus les oppositions du réel, de l'espace. On ne voit plus le méchant contre le bon, on ne voit plus le bien contre le mal, etc. Bon. Et le troisième régime, qui est le plus intéressant, à mon avis, par rapport à la danse, c'est ce qu'il appelle le régime synthétique. Le régime synthétique, c'est un espace absolument ouvert sur tout, où les contraires peuvent se rencontrer. C'est un espace immense qui va développer des images à l'infini, mais qui ne sont pas forcément compatibles entre elles. Il peut y avoir une image qui se réfère au bon, à l'esprit, l'esprit de rencontre, mais il peut y avoir aussi des images qui nous viennent de l'extérieur, ou pas de l'extérieur, de quelqu'un avec qui on parle, qui peuvent être des images de consentement. Par exemple, l'amour entre un homme et une femme fait partie du régime synthétique, ou la bienveillance de quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre, ou qui regarde une foule en face de lui, aura un regard bienveillant, même si dans cette foule-là, il peut y avoir quelqu'un qui vient l'agresser. Bon, on peut développer, on comprend bien, cette proposition du régime synthétique à l'infini. Et c'est cet infini qui nous importe. Après avoir fait des études de philosophie et donc d'avoir été suffisamment marqué par Gaston Bachelard et Gilbert Durand, le premier spectacle de danse que j'ai vu, un peu par hasard d'ailleurs, c'était il y a plus de 40 ans, au Parvis de Tarbes, où on voit 2 danseurs, ce qu'on appelle un duo dans la danse, un homme et une femme, qui sont quasiment toujours entrelacés, mais pas entrelacés comme un geste ou une posture de possession, entrelacés pour découvrir sans arrêt qui est l'autre personne, d'où elle vient, pourquoi elle vient me rencontrer. C'était d'une délicatesse infinie, ce qu'on appelait la danse contact à l'époque, qui s'est un petit peu perdue, mais bon, c'était les débuts de la danse contemporaine. Et cette danse contact agissait sur tous les niveaux du corps, le dos, la nuque, la tête, le bassin, les genoux, les pieds. Tout était une occasion de se rencontrer et de se découvrir. Ça m'avait complètement frappé parce qu'il n'y avait rien d'obscène dans ce duo-là. Il n'y avait absolument rien de malsain.
Ce qu'il y avait, au contraire, c'était une volonté de découvrir l'autre dans tous ses secrets, mais aussi dans toute sa splendeur. Donc je me suis intéressé à la danse. Voilà comment la philosophie m'a amené à la danse. Après, il y aura d'autres exemples. Oui, donc ça a été une découverte importante. Et comment, alors expliquez-nous un petit peu aussi l'histoire du théâtre, de la création du théâtre Saragosse, qui était un autre lieu avant. Comment avez-vous été amené à créer cet espace ? Voilà, alors c'était effectivement un autre lieu avant mai 81, avant l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. C'est une bonne référence. Et c'était un autre lieu qui avait été créé par les protestants à Pau, qui était une idée magnifique, qui s'appelait le Centre Rencontre et Recherche, et dans lequel on proposait des conférences, des débats, mais avec une foule de personnes, 300 personnes à chaque fois, qui venaient écouter un conférencier, une conférencière, puis débattre à l'issue de cette conférence, donner un point de vue, tout à fait dans un esprit de liberté incroyable. Et ça a été un début qui m'a aussi frappé. Jusqu'au moment où moi j'ai senti que cette proposition-là, qui était historiquement intéressante, allait se perdre parce que tout avait changé. Et comme par hasard, d'ailleurs, j'ai parlé de l'arrivée de François Mitterrand en mai 81, à partir de ce moment-là, moi j'ai senti que dans la société, on allait se démobiliser contre quelqu'un ou pour quelque chose, parce qu'un sauveur était là. Il s'appelait François Mitterrand. Bon, après, on pouvait avoir un autre avis par la suite. Mais en tout cas, je sentais ça venir. Qu'est-ce qui s'est passé donc au Centre Rencontre et Recherche de Pau à ce moment-là ? C'est que le lieu a été déserté progressivement. Au début, il y avait 300 personnes, comme je le disais, puis après 50, puis après 30, puis à la fin 10. Et moi, j'avais toujours l'idée que j'avais développée pendant mes études de philosophie, qui était de dire il faut inventer quelque chose, il faut être imaginatif. Et donc j'ai proposé au conseil d'administration de l'époque de faire de ce lieu un théâtre, un vrai théâtre, c'est-à-dire pour faire des propositions artistiques, de théâtre, de peinture, de danse, de musique. Et il s'est trouvé que, j'ai eu de la chance, que le conseil d'administration a immédiatement été séduit par cette idée. Bon, il faut dire quand même que j'avais préparé un petit exposé qui n'était pas un exposé d'une demi-page. C'était une dizaine ou une quinzaine de pages dans lequel j'expliquais pourquoi un projet artistique était intéressant et pourquoi ce projet artistique pouvait interroger les gens, demander un peu, solliciter la société pour qu'elle change, aller plutôt vers l'inventivité que la passivité, aller vers la découverte plutôt que dans la retenue, c'est-à-dire exactement le contraire de ce que disait Gaston Bachelard quand il dit le petit qui va dans son coin et qui imagine son univers, etc. Il a fait grandir ce petit coin-là. Alors j'expliquais que ce petit coin-là, c'était le théâtre. Parce que c'est vrai que c'était un petit théâtre. Et je disais, même dans un lieu petit, bon, c'était un petit théâtre, il faisait quand même 30 mètres d'ouverture, le plateau, sur 25 mètres de profondeur, bon, voilà. Mais c'était quand même un petit théâtre que j'ai fait faire par un architecte, après avec l'accord du maire de Pau, qui l'a subventionné en partie. J'ai fait faire un gradinage, comme il en existe un au Parvis, par exemple. J'ai fait faire un plateau qui n'existait pas, la scène. J'ai fait faire tout un système d'éclairage qu'on appelle le grill, pour y suspendre des projecteurs, des contres, comme on dit dans la technique d'éclairage, c'est-à-dire un éclairage qui vient de derrière. Bon, enfin bref, latéral. Et voilà que le projet a été accueilli avec bienveillance. Jusqu'alors, moi, je n'ai rien demandé au conseil départemental qui s'appelait... conseil général. Voilà, à l'époque. Je n'ai rien demandé au conseil régional, je n'ai rien demandé à la ville de Pau, mais le projet a séduit.
pour l'instant, on ne parle pas du ministère de la Culture, donc de l'État. Le projet a séduit parce qu'il semblait qu'il était tellement innovant qu'il pouvait être une source de ressources à la fois pour les gens, mais aussi pour les politiques. Parce que si on mobilise les gens sur des choses qui les obligent un peu à ouvrir les yeux sur le monde d'aujourd'hui, pas simplement sur l'art. L'art est un moyen d'ouvrir les yeux sur le monde d'aujourd'hui, en dehors de l'art. Mais c'était un moyen de mobiliser des gens pour qu'ils deviennent créatifs. Donc j'ai commencé à programmer des spectacles. Un spectacle de danse, un duo d'ailleurs, d'Angelin Prel-Jocage à l'époque, ça a été la première pièce, avec des gens comme Dominique Petit qui travaillait un peu sur cette matière humaine qui était assez extraordinaire. Dominique Petit et Anne Carrier étaient un peu dans l'idée de ce que j'ai dit tout à l'heure de ce duo de danse contact, où à la fois on fait découvrir des corps, mais aussi où on est attentif à l'espace. Et l'espace, moi je vais y revenir souvent, parce que c'est fondamental et je dirai pourquoi après. Mais je termine. Donc, à ces premiers spectacles, il y avait 5-6 personnes. C'était des copains, des copines. C'était assez rigolo d'ailleurs. Bon, puisqu'il n'y avait personne, moi j'ai invité mes copains et copines, mais qui ont applaudi quand même. Et ça, c'était assez touchant et émouvant. Il y avait 5-10 personnes qui applaudissaient dans une salle de 300 personnes. Vide, évidemment. Mais non seulement mes copains et copines applaudissaient, mais aussi, chose étrange, les techniciens du théâtre que j'avais embauchés, qui étaient perchés là-haut, derrière les gradins, et qui manipulaient les machines de son, de lumière, de projecteurs, etc., et qui applaudissaient. Et ça m'avait touché, parce qu'il n'y avait pas de raison que les techniciens applaudissent. Ils ne le font jamais, normalement. Je n'ai jamais vu au Parvis ou ailleurs les techniciens qui applaudissent. Bon, enfin, bref. Donc, j'ai lancé ça, et petit à petit, au fur et à mesure de l'année qui s'est écoulée et des 2 ou 3 années suivantes, le public est arrivé, modestement d'abord, ne sachant pas trop ce qu'ils allaient découvrir dans cette danse. D'ailleurs, ils ne savaient même pas pourquoi ils venaient au spectacle, la plupart du temps, ce qui était encore plus intéressant. Et alors, la chose qui m'a énormément frappé, c'est que dès le début, les gens du public sortaient en disant « j'ai rien compris à ce spectacle, mais j'ai rien compris du tout ». Alors je prenais la parole, mais enfin en sortant à l'extérieur de la salle. Et puis j'essayais de dire qu'il n'y avait rien à comprendre en fait. Qu'il fallait plutôt habituer ses yeux, sa tête, ses bras, son corps à regarder tout l'espace de la danse. Et que là, naturellement, il y aurait des jonctions qui se feraient entre ce qui se passe à droite avec une danseuse qui est complètement fine, évaporée, etc., et de l'autre côté à gauche du plateau, un danseur un peu violent, etc. Donc, il fallait faire la synthèse entre ces deux postures, ce que Gilbert Durand a appelé le régime synthétique. On était en plein dedans. Donc, je n'ai rien compris à ce spectacle, et ça revenait quasiment à chaque spectacle. Surtout le duo d'Angelin Prel-Jocage, un duo d'hommes sur un divan, qui évoquait un peu d'ailleurs l'homosexualité, mais sans que ce soit très clair. Donc ça dérangeait les gens un peu, parce que on disait, attends, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux mecs-là? Bon, ils se caressaient pas, tout ça, mais il y avait des mouvements ondulatoires de l'un vers l'autre, etc., qui étaient d'ailleurs absolument magnifiques. Et petit à petit, je me suis aperçu, au bout de plus de 20 ans de programmation de danse, que les premiers spectateurs que j'avais connus, ils étaient toujours là au spectacle. Ils avaient énormément vieilli, évidemment, comme moi. Mais ils étaient toujours là au spectacle. Et alors je leur disais, mais attends, au début, tu m'as dit que tu comprenais rien à la danse, etc. Oui, c'est vrai. Mais avec tout ce que vous nous avez expliqué,
j'ai compris comment il fallait regarder la danse. Cette réflexion-là de cette ou ces personnes m'a énormément touché parce que j'ai retrouvé en substance exactement tout ce que Gaston Bachelard et Gilbert Durand m'avaient appris sur les régimes de l'imaginaire. C'est que dans la vie, il n'y a pas qu'un discours rationnel. On ne peut pas regarder la danse comme on écoute un conte ou comme on lit un livre. Parce que quand on lit un livre, on est obligé de passer dans un déroulement qui est complètement diurne, si je peux reprendre cette expression un peu technique, c'est-à-dire une lecture de l'analyse. Il y a un début de phrase, il y a un développement, et puis il y a une conclusion ou une fin. Mais dans la danse, ça ne se passe pas comme ça. Quelquefois, on commence par la fin. Ça m'a tellement d'ailleurs impressionné que j'ai écrit plus de 400 textes sur la danse. Ça m'a tellement impressionné qu'à force de regarder la danse, c'est l'écriture sur la danse qui m'a fait changer de regard. J'ai dit, voyons, par quoi je commence là, sur cette pièce? Parce qu'il n'y avait pas d'histoire à raconter. Et alors, à un moment donné, j'ai trouvé que c'était intéressant de commencer par la fin du spectacle, en introduction de mon texte. Et je me suis dit, tiens, c'est pas idiot ça, parce que ça va obliger à remonter historiquement toute la pièce jusqu'au début pour voir comment la danse s'est développée entre des postures immobiles, entre tout à coup une activité intense sur le plateau, ou des rencontres entre les danseurs qui se touchent, qui se portent, les portées de la danse, ou les moments de suspension qui sont quasiment de la rêverie, sans qu'on soit obligé de dire « attention, là vous allez assister à un moment de rêverie intense ». Non, ce n'était pas nécessaire, c'est bon. Le regard avait été porté là où il fallait et les oreilles écoutaient ce qu'il fallait écouter, même le silence. Donc tout ça s'est développé et au fur et à mesure, moi j'ai eu envie d'inviter des chorégraphes qui devenaient vraiment de plus en plus, non pas complexes, mais de plus en plus attentifs à ce qui se passait dans le monde. Mais comme dans le monde, il se passe aussi des choses complexes, on avait dans la danse le reflet de cette complexité-là, qui n'était pas un malheur, qui était au contraire une richesse. La richesse de se dire, tiens, je découvre là quelque chose auquel je n'avais jamais pensé, et c'est vrai que ça me fait changer d'avis, ça me fait changer de comportement, et ça change mon regard sur les autres. Au fond, ce qui a été important, c'est qu'en regardant les danseurs comme des gens différents de moi, puisque moi je ne danse pas, eh bien, on se soucie un peu de l'altérité, c'est-à-dire des autres. On se soucie de la différence des autres. On se soucie de la parole des autres avec laquelle je peux ne pas être d'accord. Mais je peux le dire non pas en agressant, mais dans la tendresse. Voilà, et au bout d'un certain temps, évidemment, la programmation s'est développée énormément, au point que 2 ou 3 années après le début, le ministère de la Culture a été attiré par ce qui se passait dans ce petit théâtre palois, et c'est lui-même, alors que je n'ai strictement rien demandé, un jour, un inspecteur de la danse, donc du ministère, s'est déplacé, qui était d'ailleurs un ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris. Il s'est déplacé, venu me parler avec moi, a vu des spectacles à Pau, et il a compris que ce qui se passait dans ce petit théâtre était suffisamment intéressant pour que le ministère de la Culture m'attribue le label de scène conventionnée. C'est-à-dire, c'est la même chose qu'une scène nationale, mais en plus petit, mais pas avec les mêmes demandes, pas avec les mêmes objectifs. C'est-à-dire travailler à la base avec des gens, des publics, aller les rencontrer chez eux à 50 km de distance, dans le département ou même dans le département des Hautes-Pyrénées, aller les rencontrer, leur montrer des images, leur montrer pourquoi la danse est intéressante
et surtout inviter des chorégraphes, des compagnies qui ont des propositions complètement nouvelles. Et ça a été, par rapport à la danse classique et néoclassique, complètement différent, la danse contemporaine. Parce que c'est une danse qui est née dans le temps et qui continue à vivre dans le temps de l'histoire d'aujourd'hui. Donc, c'est inventif. Quelquefois, c'est surprenant, quelquefois, c'est provocateur, quelquefois, c'est réjouissant, mais c'est tout ça à la fois. Et ce qui fait que ce qui était au départ le centre rencontre et recherche est devenu scène conventionnée, espace pluriel. Bon, au début, ce que j'avais oublié d'indiquer, évidemment, c'est que j'ai été nommé directeur. Bon, mais ça, c'est pas très important. Forcément, que si j'ai fait tout ça, il fallait bien que j'ai un titre. Mais peu importe le titre, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler précisément avec le public, d'une part, mais aussi avec l'équipe du théâtre, pour dire comment on invite les gens à venir voir de la danse, comment on est bienveillant avec eux, les techniciens pareil, comment il faut changer notre regard pour éclairer une pièce chorégraphique, comment il faut changer de regard pour que les gens soient intéressés. Bon, cela dit, j'exagère un peu parce que quand un spectacle vient, ils viennent avec un régisseur lumière et son qui donne les indications pour installer les projecteurs. Mais il y avait une telle mobilisation de mes techniciens particuliers du théâtre que eux-mêmes donnaient des idées. Ah ouais, mais là, tu vois, compte tenu, parce qu'ils voyaient des répétitions, évidemment, du spectacle. La danseuse, là, quand elle vient à ce moment-là, peut-être ça serait bien de l'éclairer par derrière pour qu'on ne voit pas son visage. Ah ouais, il disait le technicien de la troupe, la compagnie. Oui, ça c'est une excellente idée. Que ce soit un peu un rêve du merveilleux, tout ça, on se demande qui est cette danseuse qui approche, qu'est-ce qu'elle va faire avec les autres, qu'est-ce qu'elle va venir casser, ou peut-être qu'elle vient nous donner un bisou, tout simplement. Voilà. Bon, c'est comme ça un peu dans cette dynamique que s'est développé le théâtre Saragosse devenu espace pluriel. Alors après avoir parlé du théâtre Saragosse, j'aimerais bien rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure à propos de ce qui se passait dans le monde et qui avait une incidence sur la danse, sur ce qui se passait sur une scène. Et j'aimerais bien que vous me parliez du hip-hop. Eh bien, oui, c'est une excellente question. Avant de parler du hip-hop, je vais faire un rapide passage comme ça, un peu flash, sur comment la danse a évolué et pourquoi elle a évolué comme ça. Au XVIIe siècle, la danse baroque consistait à mettre en valeur le roi Louis XIV. C'est lui qui dansait, et personne d'autre, puisque c'était lui qui représentait Dieu, la divinité, tout. Et le corps de ballet, les danseurs-danseuses qui étaient autour, n'étaient qu'un décor, un écrin pour faire danser le roi. Et c'est la raison pour laquelle le corps de ballet dansait exactement, tous les danseurs-danseuses dansaient exactement les mêmes mouvements. Parce que ce qui était important, c'était de mettre un décor suffisamment imposant pour la danse du roi et mettre en valeur le roi. Et non pas les danseurs qui dansaient avec lui. On va aller très vite. Après est venue la danse classique, la danse néoclassique, et à ce moment-là, j'ai passé quelques siècles là, enfin quelques centaines d'années, on arrive à une conception de la danse qui est complètement différente de la danse baroque et de la danse classique ou néoclassique. C'est cette nouvelle danse, la danse postmoderne, que cette danseuse magnifique qui s'appelle Trisha Brown a initiée. Et elle nous a montré comment, ce qui était complètement surprenant parce que ça pouvait être inintéressant, comment un petit geste, par exemple, le mouvement des 2 pouces, malheureusement il n'y a pas d'image pour le montrer, mais c'est 2 pouces qui oscillent comme ça, comment le mouvement de 2 pouces va entraîner progressivement
la mise en mouvement du corps tout entier. D'abord les 2 pouces, puis les mains, puis les coudes, puis le bassin, la tête, les jambes, les pieds et les directions du regard, puis le pivotement du corps. Direction du regard, c'est extrêmement intéressant parce que ça, c'était une découverte de la danse. Je répondrai à votre question après, bien évidemment. Ça a été une des choses très importantes, les axes du regard. Comment un regard peut déclencher, et ça je l'ai vu souvent dans les studios de répétition où j'ai été invité par des chorégraphes qui préparaient des créations chorégraphiques, je l'ai vu très souvent, comment le regard peut être déclencheur de quelque chose, c'est-à-dire d'un appel, c'est-à-dire la mise en mouvement des autres. Pas de la part du chorégraphe, mais de la part d'autres danseurs. Comment, si je regarde comme ça de façon très offensive, ça va figer le danseur ou la danseuse qui est en face. Comment je regarde l'espace, comme c'est arrivé souvent, les danseurs ou danseuses d'abord explorent tout l'espace en regardant en haut, en regardant en bas, sur les côtés, etc. Et alors, il y a une pièce de Fabrice Ramalingom et d'Hélène Catala, que j'avais invité au Théâtre Saragosse à l'époque, qui était absolument intéressante de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il y avait une danseuse qui était la meneuse du groupe, qui était face au public, donc qui avait une direction de regard, et il y avait 10 autres danseurs et danseuses derrière elle, le dos tourné au public. Pourquoi c'est important? C'est que le regard peut suggérer des choses qui sont impressionnantes. Dans ce cas-là, la danseuse avançait vers le public très lentement, et dans le dos, puisqu'ils ne la voyaient pas, les autres danseurs reculaient. Mais c'est dangereux de reculer. On ne sait pas si on peut rencontrer un obstacle, si on peut buter sur quelque chose, si on peut tomber et reculer. Et s'arrêter exactement au moment qui avait été chorégraphié pour ça. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est que c'est le regard au départ, la direction du regard qui va produire cet effet complètement magique. On garde en mémoire la direction du regard qu'on a vers le lointain et la danseuse qui est devant, qu'elle a devant la scène, c'est-à-dire vers le public, on les garde en mémoire pour les danseurs. Et puis une fois qu'on a tout ça en mémoire, on peut fermer les yeux et puis reculer dans le dos sans qu'il se passe d'incident. Voilà une des créations très, très importantes de la danse, c'est que le regard va mettre en situation des danseurs, des danseuses, dans un autre contexte qui n'était pas prévu et anticipé par eux. Et c'est là où est l'inventivité de la danse. Donc c'est un autre exemple, ça. Et puis, dans ce que d'ailleurs Trisha Brown appelle, dont je viens de parler à l'instant, l'accumulation. On accumule des petits gestes, on accumule des regards à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Et puis on les mémorise, mais pas de façon mécanique, on les mémorise dans des images, c'est-à-dire qu'on les mémorise dans l'imaginaire. Et c'est cet imaginaire-là qui va donner l'impulsion créatrice que souvent les danseurs eux-mêmes n'attendent pas. Ils sont surpris par ce qu'ils viennent de faire. Et ça m'a toujours passionné de voir ça. On est en plein dans le régime synthétique de Gilbert Durand et donc de tout le système imaginaire de Gaston Bachelard là-dedans. Et pourtant, Gaston Bachelard, ça n'était, si je puis dire, que de la philosophie, c'est-à-dire que des mots, que des pensées. Mais lui-même, il expliquera, mais on ne va pas faire un exposé sur Gaston Bachelard aujourd'hui, mais dans tout ce que Bachelard a dit et écrit, moi, j'ai retrouvé tout ce que les danseurs vivaient, expérimentaient et créaient, mais exactement de la même façon. Et pour répondre totalement à la question, cette danse-là a évolué, donc la danse contemporaine est arrivée après, et tout de suite après l'arrivée de la danse contemporaine, on a découvert tout à coup le hip-hop. Alors le hip-hop, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de théâtre. On danse dans la rue.
Et comme il faut exprimer un peu, c'est des jeunes souvent, un peu l'inquiétude, l'angoisse et même la violence d'une société, eh bien on va danser au sol. Et on va même faire des prouesses, tourner sur la tête sur du goudron. C'est-à-dire on se râpe complètement le haut de la tête. Faire des chutes inattendues. Faire des croisements de jambes ou des sauts complètement innovants. Que dire encore ? Changer les fonctions naturelles du corps. Et ça, c'est extrêmement important. Au lieu de marcher sur les pieds, on va tourner, faire un pivot sur la main ou sur deux mains, sans jamais mettre les pieds au sol. Comme si on avait cette capacité incroyable à inventer des mouvements où on se met à marcher sur les mains. Ce qui est aberrant, évidemment, puisqu'on a des pieds et qu'on est fait pour marcher sur des pieds. Cette danse hip-hop, elle a tellement été présente qu'un chorégraphe, un jour, s'est mis à travailler avec eux, du côté de Montpellier, et les a mis sur un plateau. C'était tellement surprenant qu'il a dit, mais il y a des choses à faire là, avec ces danseurs de hip-hop. D'abord, on parle avec eux. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi vous dansez comme ça ? Pourquoi vous dansez comme ça ? Ben vas-y, on danse comme ça parce qu'on en a marre. On en a marre des gens, de la société, tout ça. On avait ce genre de réflexion. Et alors, mieux que ça, non seulement ils ont montré une capacité d'innovation, de gestuelle et de mouvement, ces jeunes danseurs de hip-hop, mais en plus des capacités à découvrir le monde. Un jour, j'invite des danseurs hip-hop, ils étaient 4 ou 5, sur le plateau du théâtre, mais pour un travail, pour une création, leur création. Et donc j'assistais à ce qu'ils faisaient, et puis j'ai été un peu provocateur. J'ai passé, pendant qu'ils travaillaient, une musique de Bach. Alors il y en a un qui sort et dit « Oh, vas-y, mais c'est quoi cette musique-là ? Mais c'est vachement bien. Moi, je la prends, cette musique, pour ma pièce, là. Et c'est qui, ce mec-là ? Je peux le rencontrer, je peux lui parler. » J'ai dit, ça va être difficile de le parler parce qu'il va falloir que tu reviennes au XVIIIe siècle. Tu t'imagines ce que c'est le XVIIIe siècle, c'est 300 ans en arrière. Oh bon, mais c'est nul, ça. Moi, j'aurais bien voulu lui parler à ce mec. Je vois que mon intervieweuse prend le fou rire et elle me le donne avec, ce qui va donner un peu de piment à l'interview. Bon, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Eliane. Tout à fait, tout à fait. Je vais essayer de retrouver une parole normale. Je vais essayer de reprendre mon sérieux. Comment êtes-vous arrivé à la chorégraphie ? Parce que c'est pas évident. Et comment un non-danseur peut arriver à être chorégraphe ? C'est une question qui m'intrigue. Effectivement, je suis arrivé à la chorégraphie. Je ne me suis jamais senti chorégraphe parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. Mais j'ai vu tellement de moments de travail, de création dans les studios, donc pas sur un plateau de théâtre, à Paris, à Strasbourg, à Caen, ailleurs, que j'ai toujours été... Je ne disais rien, évidemment, hein. Je regardais, j'observais, mais j'étais tellement passionné par la façon dont les danseurs, danseuses écoutaient les indications du ou de la chorégraphe, qu'ils étaient comme ça, un peu perplexes en écoutant ça, qui ne comprenaient pas forcément la consigne qui leur était donnée. Je me suis dit, là, il y a quelque chose à travailler. Le chorégraphe, d'ailleurs, ne fait pas forcément les gestes. Quelquefois, il les esquisse pour donner une indication, mais il ne danse pas pour eux. C'est aux danseurs à comprendre ce qu'eux doivent danser. Après, le ou la chorégraphe donne des indications pour structurer le groupe, pour l'organiser, pour faire en sorte qu'une énergie, elle parte pas n'importe où. Qu'elle soit toujours maîtrisée, qu'elle trouve un aboutissement, une issue, un dépôt, comme j'aime bien dire, un dépôt au sol,
un peu comme un dépôt de la mort, mais sans que ce soit la mort, justement. Je trouvais ça absolument passionnant parce que je me disais, tiens, le travail de la chorégraphie ne consiste pas, dans un premier temps en tout cas, à dire, bon, toi tu fais ça, toi tu lèves le bras, toi tu fais un plié au sol, toi tu fais un demi-plié. Non, alors ça me rendait inquiet. Je disais, mais comment les danseurs peuvent arriver finalement à trouver une intention de cette pièce chorégraphique, dans cette création? Et il l'a trouvée. Bon, d'accord, le chorégraphe intervenait, bien évidemment, pour dire à des moments, ceci, cela, j'aimerais qu'on aille dans cette direction, etc. Alors, qu'est-ce qui m'a intéressé là-dedans? C'est que la danse permet, comme dans le régime synthétique de Gilbert Durand, donc de l'imaginaire, non pas d'éliminer quelque chose qui s'oppose, mais au contraire de l'intégrer. Par exemple, une danseuse, ça j'ai fait faire cet exercice d'ailleurs, je lui demande de faire un demi-plié, c'est-à-dire on plie les genoux à moitié hauteur, puis après un plié jusqu'en bas, un grand plié jusqu'en bas. Mais en même temps, je lui demande, il y a un mouvement de descente, et je lui demande de lever la main et le bras très très haut vers le ciel dans le même moment où elle fait cette descente-là. C'est-à-dire, c'est quelque chose de contradictoire. On a un mouvement de descente et un mouvement d'élévation. Tiens, mais qu'est-ce qu'on fait de ces deux mouvements? Comment on les relie ensemble? Et cette chose-là est intéressante parce que la danse intègre à la fois tout ce qui vient de la terre, d'où on est venu, et toutes nos aspirations, qui sont des aspirations intellectuelles, de pensée, spirituelles aussi, ça devient une normalité. On est fait comme ça dans une espèce de synthèse qui est magique, et ça, il n'y a que la danse qui est en mesure de le montrer vraiment. Parce que si je le fais par le discours, comme je viens de le faire, qu'est-ce que j'ai été obligé de faire? De commencer à dire, voilà, la danse, elle se fait comme ceci, comme cela, je décris les étapes jusqu'au bout pour terminer à dire, voilà, la danse, elle nous montre que finalement, on est des êtres complexes. Alors que là, dans la danse, ça s'est fait dans un seul mouvement. Et pas 50 000 paroles, pas 50 000 explications. Il y a eu à la fois une descente au soleil et un bras qui s'élève. Et voilà, les deux sont devenus harmonieux. Alors, pour répondre à la question, pardon, parce que je me suis... Oui, comment êtes-vous arrivé à la chorégraphie en étant un non-danseur? Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que je ne suis pas danseur, je n'ai jamais dansé, j'ai expérimenté des choses, évidemment, avec des chorégraphes, un petit peu, des choses, c'est d'ailleurs pour moi importantes. Comment je suis devenu, je ne dis pas chorégraphe, mais j'ai fait des chorégraphies, ce n'est pas tout à fait la même chose, pas beaucoup, 3 ou 4. Je les ai proposées à des gens, surtout des filles d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, qui étaient perdues. Des filles qui ne savaient plus comment danser, des danseuses, vraiment, qui ne savaient plus quoi inventer, etc. Alors moi, j'étais très préoccupé par ça, et très intéressé en même temps, parce que je les sentais dans une espèce d'angoisse de ne plus savoir créer. Donc, je commençais à travailler avec elles sur le plateau, à les regarder danser, ou bouger plutôt, parce que ce n'est pas encore de la danse, ce n'est pas encore écrit. Et j'étais très attentif à quels étaient les endroits de leur corps qui étaient particulièrement sensibles et qui étaient particulièrement expressifs. Quelquefois c'était le regard, quelquefois c'était le cou, la tête, quelquefois c'était les hanches, quelquefois c'était les mains, les doigts. Et c'est comme ça que je me suis dit, cette fille, je vais l'aider, écrire quelque chose avec elle au fur et à mesure, donc chorégraphier, pour aller dans tel sens. Donc j'ai écrit des chorégraphies modestes, qui duraient maximum
35 minutes, 3/4 d'heure maximum. Ce qui était un exploit pour moi, évidemment. Parce que je ne m'appelais pas Louis XIV. Alors, je faisais ça, et puis voilà, au bout d'un mois de travail ou quelque chose comme ça, on arrivait à quelque chose qui était intéressant, qui était parlant, qui était innovant, etc. Une autre fois, c'était une danseuse, alors celle-ci de Toulouse, qui m'avait particulièrement ému et touché, parce qu'en dansant, elle s'était cassé les ligaments croisés du genou, rompu les ligaments croisés du genou, sans doute en faisant des pivots comme ça, etc. Enfin, travailler le genou à contresens, un genou. Et cette danseuse que je ne connaissais pas, elle me connaissait de réputation. Elle m'avait téléphoné presque en larmes en me disant « Bon voilà, je m'appelle une telle et voilà ce qui m'arrive, je suis désespéré, etc. » Bon, je la rencontre à Toulouse, on déjeune ensemble au resto, on parle, je l'écoute beaucoup. Et puis, un jour, j'ai décidé, alors que je n'étais plus directeur d'ailleurs, j'ai décidé, avec l'autorisation de la nouvelle directrice, d'utiliser le plateau du Théâtre Saragosse pour faire une création avec elle, la faire travailler. Oh, la nouvelle directrice a été absolument merveilleuse et disponible, et tout de suite m'a dit « Oui, il n'y a pas de problème, Michel, tu peux y aller ». Bon, on est allé travailler plusieurs jours sur le plateau, et je lui avais demandé de choisir ses musiques. Donc elle a choisi ses musiques qu'elle aimait. Parce que c'était important, elle était complètement traumatisée, elle était en pleurs. Et donc, j'ai inventé avec elle non plus une danse qui l'oblige à plier les genoux, à faire des grands battements avec les jambes, donc à faire une danse où elle ne travaille presque pas avec les jambes, avec les pieds un peu, c'est tout. Et je lui ai demandé de travailler simplement avec tout le haut du corps, de la ceinture jusqu'en haut de la tête. Mais j'ai dit attention, jusqu'en haut de la tête, c'est-à-dire jusqu'aux cheveux. Alors oui, elle écoutait, etc. Alors là, par contre, je lui donnais des indications de mouvement. Je lui dis, bon, là, il faut que, par exemple, ce serait intéressant, sans bouger le bas de la tête, que tu te redresses, ce que je fais d'ailleurs en ce moment, naturellement, devant mon micro. Tu te redresses et puis tu vas essayer de prendre conscience qu'il y a une force immense qui te tire par-dessus, au-dessus de la tête et qui t'oblige à changer de posture, à redresser ton regard, etc. Elle faisait. Et elle faisait avec une très grande attention tout ce que je lui demandais de faire. Pour elle, c'était tellement important de pouvoir continuer à danser qu'elle était disponible à fond. Et puis alors après, ça, je dis, attends, là, on a travaillé des tensions du corps, des postures. Maintenant, on va travailler l'espace du corps. Donc voilà, tu vois, l'espace, il est relativement grand. Eh bien, il faut que tu trouves un parcours dans cet espace-là qui soit un parcours qui te ressemble, qui soit toi, et non pas autre chose. Elle a fait. Elle a trouvé un parcours avec des arrêts de temps en temps qui montraient bien qu'elle était blessée, avec des postures un peu cassées, ou au contraire avec des redressements du corps qui amenaient sa tête très haut vers la hauteur, etc. Et donc, c'était devenu mais absolument intéressant, parce qu'il y avait une inventivité dans cette création, qui était une création spontanée pour elle, qui l'a beaucoup aidé. Et on a fait là une petite chorégraphie, un solo, qui a duré 3/4 d'heure. Et puis une troisième personne, après, bon, je ne vais pas parler de toutes, c'était les deux les plus intéressantes. Alors vous dites que la danse, c'est l'expression ultime de l'esprit, mais qu'elle est parfois impitoyable pour le corps. Donc là, on vient d'en avoir un exemple. Et en vous écoutant, je me disais que la chorégraphie, finalement, laisse beaucoup de place, contrairement peut-être à la danse classique, à l'expression et à l'artiste. Ça lui laisse beaucoup plus de latitude. Absolument.
Ça c'est vrai. Dans la danse classique, attention, j'aime beaucoup la danse classique, je ne suis pas en train de faire le procès de la danse classique, ça serait trop facile. Mais dans la danse classique, là, par contre, c'est un chorégraphe, un maître de ballet, comme on les appelle, qui va donner des indications extrêmement précises de direction, de saut, d'énergie, etc. Et puis le moindre détail est important. Si jamais ça n'est pas réalisé comme il le souhaite, le ou la danseuse est mis de côté pendant un moment. Parce que, voilà, il y a cette rigueur-là. En revanche, dans la danse contemporaine, ça laisse la place non seulement à l'imagination pour celui qui danse ou celle qui danse, mais aussi à l'inventivité. Tiens, j'avais jamais remarqué que j'étais capable de faire ce mouvement-là. Je vais le tenter. Allez, on tente avec un mouvement qui part dans ce sens-là, qui revient dans un autre sens. Ce que je disais tout à l'heure de Trisha Brown par rapport à l'inventivité du mouvement et l'accumulation du mouvement, eh bien, ça c'est un exemple tout à fait intéressant de voir ce qui se passe dans la danse contemporaine. L'histoire des 2 pouces qui se mettent à bouger, puis en fin du compte, c'est tout le corps qui est en mouvement. Ça, c'est absolument incroyable. Alors il se passe souvent ça dans la danse. C'est que les chorégraphes, tous les chorégraphes contemporains, ils vont inviter les danseurs à chercher eux aussi et à trouver des choses par rapport au sujet, au propos de la pièce qui va être traitée. Si c'est une pièce qui traite de la rencontre, bon, ben, évidemment, il faudra qu'à un moment donné, on voit où est la rencontre. Si c'est une pièce qui traite de l'abandon, eh ben, à un moment donné, il faudra voir les corps s'abandonner, etc., etc. Mais toute la place est laissée à l'inventivité. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que des chorégraphes comme le chorégraphe japonais, dont je viens d'oublier le nom, malheureusement, et c'est pas bien d'oublier le nom de ce grand chorégraphe, qui dit il est... C'est pas grave, on reviendra après, le nom me reviendra, Teshigawara, voilà, qui sans arrêt invite les danseurs à aller chercher là où ils ne sont jamais allés chercher. D'ailleurs, lui, en tant que chorégraphe, la première expérience qu'il a faite et qui est assez intéressante et passionnante, donc il est japonais, la première expérience du corps et de l'espace qu'il a faite, il s'est enterré sur une plage de sable, il a creusé un trou et il s'est enterré droit, debout, jusqu'en haut du cou, pour ressentir qu'est-ce que ça signifiait l'atteinte à l'espace. Il l'a tellement bien ressenti, évidemment il ne pouvait pas bouger, il l'a tellement bien ressenti qu'après il a créé 3 pièces qui sont absolument superbes, magnifiques, qu'il n'aurait jamais pu créer s'il n'avait pas fait cette expérience-là. Vous voyez ? Oui, ben je crois. Vous nous avez bien parlé de tout ce que vous avez fait et donc je suppose que vous continuez toujours à écrire des textes à la demande de chorégraphes, des textes sur la danse. Alors, de moins en moins, évidemment, parce que depuis que je ne suis plus directeur, que je suis à la retraite, j'ai moins l'occasion d'abord d'aller voir des spectacles, de rencontrer des danseurs ou des danseuses. Je les rencontre quand même incidemment. J'ai travaillé par exemple avec une chorégraphe de Béziers, aux alentours de Béziers, qui s'appelle Kirsten de Broek, sur trois de ses créations, ses dernières créations, où j'intervenais non pas comme chorégraphe, mais comme assistant chorégraphique, avec 5, 6, 10 danseurs. Voilà, mais j'ai quand même rarement maintenant l'occasion de me déplacer souvent pour voir de la danse. Donc j'écris un peu des choses, mais pas des choses qui sont directement liées à un spectacle que j'ai vu, mais des choses sur la danse, des traces qu'il me reste. J'ai vu que vous aviez écrit aussi sur la peinture. Ah oui. Vous aviez fait un texte sur Jean-Louis Fortou. Jean-Louis Fautus. Oui. Je vois qu'elle m'a espionné, Eliane. Elle est allée voir mon site. C'est normal, avant de faire une interview, je me renseigne. D'ailleurs, qu'on peut citer, le site s'appelle Michel Vincenot en un seul mot, .fr. Allez le voir.
Eh bien, j'incite tous nos auditeurs à aller le voir, à découvrir un peu plus les activités de Michel Fincenot. Et j'espère que nous aurons une autre émission où il nous parlera peut-être de l'histoire de la danse ou d'autres choses, puisqu'il est intervenant donc dans Culture Passion. Je vous remercie, Michel, et je dis à bientôt. Merci beaucoup, Eliane. Et selon ma tradition, merci beaucoup, monsieur l'ingénieur du son, qui nous a enregistrés. Merci aussi, Alain.